Au sommet de sa gloire, un mangeur de compétition, un homme qui a fait de l'excès son art, se retrouve piégé au fond d'une mine effondrée. Sans nourriture, sans espoir de secours, il est condamné. Mais son corps, entraîné par des années de cycles de festins et de jeûnes, possède un secret. Sa physiologie unique, considerada comme huma monstruosidad par le monde, va devenir son arme ultime pour survivre là où tout autre homme aurait péri. Si vous aimez les récits de survie où le corps humain révèle ses incroyables secrets, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Maxime le Grand Max, le Duc était une force de la nature, un homme dont la profession et l'existence même étaient une célébration de l'excès. Sur la scène criarde et illuminée du circuit international de l'alimentation de compétition, il était une légende, un titan, le roi des ogres. Il n'était pas simplement un gros mangeur, il était un athlète de la gloutonnerie, un virtuose de la consommation de masse, un homme qui avait transformé un besoin primaire en une performance artistique et sportive. Son corps, un colosse de près de 150 kilos, était un temple dédié à un seul dieu, l'appétit. Il pouvait dévorer 50 hot dogs en 10 minutes, un exploit qui laissait le public à la fois dégoûté et fasciné. Il pouvait avaler 10 litres de soupe en moins d'un quart d'heure, ou venir à bout d'un steak de 3 kilos en un temps qui défiait les lois de la biologie et de la décence. Pour la foule qui l'acclamait dans les foires et les festivals, il était une attraction de cirque, une anomalie fascinante et un peu grotesque, l'incarnation vivante du péché de gourmandise. Il voyait un homme qui repoussait les limites de la capacité humaine, mais il ne voyait pas la discipline de fer, l'entraînement rigoureux et la science méticuleuse qui se cachaient derrière le spectacle de l'excès. Car la vie de Maxime était une oscillation constante entre deux extrêmes, une danse périlleuse entre le festin et le jeûne. Les semaines précédant une compétition, il s'entraînait avec la rigueur d'un moine ascète. Il étirait son estomac en buvant des litres d'eau. Il mangeait des quantités astronomiques de légumes peu caloriques pour habituer son corps au volume. Il étudiait la mécanique de la déglutition, la gestion de la respiration, la relaxation des muscles de l'ésophage. C'était un sport, avec ses techniques, ses stratégies, ses risques pour la santé qu'il connaissait et gérait avec une précision clinique. Mais la partie la plus importante de son entraînement, celle que personne ne voyait, était la phase de jeûne. Après chaque compétition, après chaque orgie de calories, il s'imposait des périodes de jeûne strict et prolongées, ne consommant que de l'eau et des bouillons clairs pendant des jours, parfois même une semaine. C'était, lui avait expliqué son médecin du sport, un moyen de réinitialiser son métabolisme, de forcer son corps à puiser dans ses vastes réserves, à nettoyer les toxines accumulées. Au fil des ans, son corps s'était adapté à ce cycle extrême de festin et famine. Son métabolisme était devenu incroyablement flexible, capable de passer d'un état de surabondance calorique à un état de restriction extrême avec une efficacité surprenante. Il était, sans le savoir, en train de conditionner son corps à devenir une machine de survie parfaite, un organisme capable de supporter des périodes de privation que la plupart des humains modernes ne pourraient endurer. C'est ce statut de célébrité locale qui l'avait amené à Varangéville, une petite ville minière de l'Est de la France qui tentait désespérément de se réinventer après la fermeture de sa mine de sel historique, le cœur économique de la région pendant plus d'un siècle. Pour attirer les touristes et redynamiser son image, la ville organisait un grand festival annuel, et le clou de l'événement était un concours de mangeurs de quiche lorraine, la spécialité locale. Maxime, le Grand Max, était l'invité d'honneur, la star de la journée, grassement payé pour venir dévorer des quantités astronomiques de ce plat traditionnel. Avant le concours, le maire de la ville, un homme fier de son patrimoine, avait insisté pour lui faire visiter la mine de sel. La mine, bien que fermée à l'exploitation, avait été partiellement aménagée en un musée, une attraction touristique qui plongeait les visiteurs dans l'histoire de l'or blanc de la région. Maxime avait accepté poliment. Il n'était pas particulièrement intéressé par la géologie ou l'histoire industrielle, mais c'était une partie de son travail de relations publiques, une corvée nécessaire avant le véritable travail de dégustation. Il se joignit donc à un petit groupe de touristes et de dignitaires locaux pour la visite. Ils descendirent dans les profondeurs de la terre par un vieil ascenseur qui grinçait et protestait, une cage métallique qui sentait la rouille et l'humidité. Ils débouchèrent dans un monde d'une beauté étrange et austère. Des galeries immenses, soutenues par des piliers de sel-gemme qui brillaient sous la lumière des projecteurs installés pour les touristes. Les parois des tunnels scintillaient de millions de cristaux de sel, créant un paysage féerique et silencieux. Le guide, un ancien mineur nommé Henri, leur racontait l'histoire de la mine, la dure vie des mineurs du sel, les techniques d'extraction. Maxime écoutait d'une oreille distraite, son esprit déjà tourné vers la montagne de quiche qui l'attendait à la surface. Le groupe s'enfonça plus profondément, dans une section plus ancienne et moins bien entretenue de la mine, une partie que le guide voulait leur montrer pour son authenticité, loin des lumières et des sentiers balisés. C'est là que le drame se produisit. L'effondrement ne fut pas précédé d'une grande explosion ou d'un tremblement de terre. Il commença par un son. Un son sourd, un craquement profond qui sembla venir du cœur de la terre, suivi d'un gémissement prolongé,
comme si la montagne elle-même se plaignait sous le poids des siècles. Le guide, Henri, se figea, son visage buriné blêmissant sous la lumière de sa lampe frontale. Il reconnut ce son immédiatement. « Couloir de sel », murmura-t-il, un terme de mineur pour un effondrement dû à la pression. Avant qu'il n'ait pu hurler un avertissement, le sol sous leurs pieds se mit à vibrer, et le plafond de la galerie, à une dizaine de mètres devant eux, se désintégra dans un nuage de poussière de sel et un fracas assourdissant. Des tonnes de sel et de roches s'abattirent, bloquant complètement le passage en une fraction de seconde. La panique s'empara du petit groupe. Les touristes crièrent, reculant instinctivement. Mais le pire était à venir. La secousse, se propageant dans la structure fragilisée de la mine, provoqua un deuxième effondrement, juste derrière eux, scellant la seule autre issue. Le bruit fut encore plus terrible, un son de déchirement final, suivi d'un silence de mort. Le silence fut total, absolu. Les lumières de la mine, alimentées par un câble qui venait d'être sectionné, s'étaient éteintes. Ils étaient plongés dans une obscurité si complète qu'elle semblait avoir une présence physique, une substance qui étouffait les sons et les pensées. Seules les faibles lueurs des quelques lampes de poche que le guide et certains touristes possédaient perçaient les ténèbres, leurs faisceaux dansant frénétiquement dans le nuage de poussière de sel qui emplissait l'air et rendait la respiration difficile et douloureuse. Les cris, les pleurs et les appels à l'aide se mêlèrent au son sinistre des roches qui continuaient de s'installer, de petits craquements qui faisaient sursauter tout le monde à chaque fois. Maxime, qui avait été projeté au sol par l'onde de choc, resta un instant immobile, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Son premier instinct ne fut pas la peur, mais une sorte de colère sourde et irrationnelle. Il pensait à la compétition, aux quiches lorraines qu'il n'allait pas pouvoir manger. C'était absurde, mais dans le chaos, son esprit se raccrochait à la seule chose qu'il connaissait, son appétit, son but. Henri, le guide, malgré son propre choc, réussit à calmer un peu la panique. Il fit un bilan rapide. Ils étaient une douzaine de personnes, piégées dans une section de galerie d'environ 50 mètres de long. Personne ne semblait gravement blessé, mais quelques personnes souffraient de coupures et de contusions. Le véritable problème était leur isolement. Les deux extrémités de la galerie étaient bloquées par des murs de sel et de roches de plusieurs mètres d'épaisseur. Ils étaient emmurés vivants. Les premières heures furent consacrées à des tentatives désespérées et futiles pour dégager un passage. Ils essayèrent de pousser les rochers, de creuser le sel avec leurs mains nues. Mais c'était comme essayer de vider l'océan avec une cuillère. Le désespoir commença à s'installer, un froid plus pénétrant encore que celui de la mine. Ils étaient à plus de 200 mètres sous terre. L'air, bien que respirable pour l'instant, finirait par s'épuiser. Ils n'avaient presque pas d'eau, et aucune nourriture, à l'exception de quelques barres de céréales dans les sacs des touristes. Maxime, pour la première fois de sa vie, se sentit petit et fragile. Sa force physique, son immense corpulence, ne lui servaient à rien ici. Il était aussi impuissant que le plus chétif des touristes. La nuit, ou ce qui passait pour la nuit dans cette obscurité perpétuelle, tomba. Ils se regroupèrent, essayant de se réchauffer les uns les autres, parlant à voix basse pour économiser leurs forces. Le silence de la mine était une torture. Il était si profond qu'il semblait avoir un poids, une texture qui pressait contre les tympans. C'est dans ce silence que la faim commença à se faire sentir. Une faim différente de celle que Maxime connaissait. Ce n'était pas la faim contrôlée, stratégique, de l'athlète. C'était une faim primale, une peur viscérale qui lui tordait les entrailles. Lui, l'homme qui pouvait dévorer des montagnes de nourriture, était maintenant confronté à la perspective de ne plus jamais manger. L'ironie était d'une cruauté cosmique. Le deuxième jour, la situation empira. L'eau vint à manquer. La soif, encore plus impérieuse que la faim, commença à les tourmenter. Henri, le guide, connaissait la mine. Il les mena à un endroit où de l'eau suintait d'une paroi rocheuse. C'était une eau saumâtre, au goût de sel prononcé, mais c'était de l'eau. Elle leur permit de survivre. Mais elle ne pouvait rien contre la faim. Le groupe commença à se désagréger. La peur et la faim firent ressortir le pire chez certains. Des disputes éclatèrent pour une simple barre de céréales. Le vernis de la civilisation craquait, révélant l'animal affamé en dessous. Maxime, lui, resta à l'écart. Il sentait la faim, bien sûr. Mais il sentait aussi quelque chose d'autre. Une sorte de calme étrange qui s'installait en lui. Son corps, privé de nourriture, semblait réagir d'une manière qu'il connaissait. Il reconnaissait les premiers signes de la réinitialisation, de ce passage à un métabolisme de survie qu'il s'était imposé si souvent après ses compétitions. Il se sentait de plus en plus faible, mais aussi, paradoxalement, de plus en plus lucide. Alors que les autres sombraient dans l'apathie ou l'agressivité, son esprit semblait devenir plus clair, plus affûté. Il n'était plus le roi des ogres.
Il était en train de devenir le maître de la faim, et son royaume était cette tombe de sel. Alors que le troisième jour sous terre s'étirait dans une obscurité interminable et salée, le petit groupe de survivants avait sombré dans une torpeur désespérée. La faim n'était plus une sensation, c'était un état d'être, une présence constante et douloureuse qui éclipsait toutes les autres pensées. Les conversations avaient cessé, remplacées par des gémissements et le son rauque des respirations. Ils étaient une collection d'ombres attendant la faim, recroquevillés les uns contre les autres pour une chaleur illusoire. Tous, sauf un. Maxime, bien que physiquement affaibli, ressentait une clarté mentale qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. La panique initiale, la colère irrationnelle concernant son concours manqué, tout cela s'était dissipé, remplacé par un détachement analytique. Il observait son propre corps comme un scientifique observe une expérience fascinante. Il sentait les changements qui s'opéraient en lui, non pas avec peur, mais avec une curiosité presque professionnelle. Son estomac, autrefois un monstre insatiable, un volcan en éruption constante, s'était tu. Les crampes de la faim des 2 premiers jours avaient disparu, remplacées par une sensation de vide, une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis son dernier jeûne. Son rythme cardiaque avait ralenti, chaque pulsation devenant plus lente, plus délibérée. Sa respiration était devenue plus profonde, plus calme. Il reconnaissait ses symptômes. C'était le début de l'état de cétose, le moment où le corps, privé de glucides, commence à brûler ses propres réserves de graisse pour produire de l'énergie. C'était la première étape de son cycle de jeûne habituel, une étape qu'il avait toujours déclenchée volontairement, dans le confort de sa maison, avec des bouillons et des vitamines. Ici, c'était une nécessité brute, imposée par la montagne elle-même. Il comprit qu'il devait prendre le contrôle de la situation. Non pas en cherchant de la nourriture, car il n'y en avait pas, mais en gérant la ressource la plus précieuse qui leur restait, leur propre énergie corporelle, leur propre réserve de graisse. Il se leva, ses mouvements lents et délibérés pour ne pas gaspiller d'énergie. « Écoutez-moi, dit-il, sa voix, bien que faible, vibrant d'une autorité nouvelle et inattendue. » Les autres le regardèrent, leurs yeux vides s'illuminant d'une faible lueur de curiosité dans la lumière des lampes de poche. « Nous sommes en train de mourir de faim, continua-t-il, énonçant une vérité brutale. Mais nous pouvons ralentir le processus. Nous devons arrêter de nous agiter, d'avoir peur, de nous disputer. Chaque mouvement, chaque parole, chaque émotion forte consomme de l'énergie que nous n'avons pas. Nous devons nous mettre en mode de survie. Nous devons apprendre à notre corps à jeûner, à accepter la faim. » Ces paroles furent accueillies par des grognements de mépris et d'incrédulité. « Jeûnez, » lança l'un des touristes, un homme corpulent dont le visage était rouge de colère. « C'est vous qui dites ça? Le grand Max, le champion du monde des mangeurs de saucisses? C'est une mauvaise blague. »« Ce n'est pas une blague, » répondit calmement Maxime. « C'est ma spécialité. L'excès, oui. Mais aussi le manque. Je connais la faim mieux que quiconque ici. Je sais comment elle fonctionne. Je sais comment la maîtriser. Si vous m'écoutez, si vous me faites confiance, nous pouvons tenir beaucoup plus longtemps que vous ne le pensez. » Il leur expliqua les principes de base du jeûne, la manière dont le corps s'adapte, dont le métabolisme ralentit pour conserver l'énergie. Il leur parla de la nécessité de rester immobile, de conserver la chaleur, de respirer lentement et profondément par le ventre. Il leur parla de la méditation, de la nécessité de calmer l'esprit pour calmer le corps, d'accepter la faim non pas comme une ennemie, mais comme un état de fait. Il était en train de devenir leur coach de survie, leur gourou de la faim. Au début, ils étaient sceptiques, résistants. L'idée de ne rien faire, de simplement attendre, semblait contre-intuitive, une forme de résignation. Mais ils étaient trop faibles pour discuter, et ils n'avaient pas d'autre choix, pas d'autre espoir. Lentement, ils commencèrent à suivre ses instructions. Ils s'allongèrent les uns contre les autres pour conserver la chaleur. Ils essayèrent de contrôler leur respiration, de calmer leur panique. Maxime les guida, sa voix calme et monocorde les berçant dans un état de semi-méditation. Il était en train de transformer un groupe d'individus paniqués en une unité de survie, un organisme collectif luttant pour sa conservation. Il était devenu le chef de meute, non pas par la force, mais par la connaissance de la faiblesse la plus fondamentale de l'homme, la faim. Il était le roi de la faim, et son royaume était cette tombe de sel, cet inventaire du vide. Les jours se transformèrent en une semaine, puis 2. Le temps, dans l'obscurité totale, n'était plus qu'un concept abstrait, une succession de périodes de veille et de sommeil, rythmées par les rares expéditions vers la source d'eau saumâtre. Le petit groupe de survivants avait sombré dans un état de quasi-hibernation, suivant les directives de Maxime. Ils passaient la plupart de leur temps immobiles, dormant ou méditant, ne se levant que pour boire. Leur corps s'était adapté tant bien que mal. La faim était toujours là, mais elle n'était plus une douleur aiguë. C'était une présence sourde, un bruit de fond constant dans le silence de la mine.
Mais c'est Maxime qui subit la transformation la plus spectaculaire. Son corps, cette machine à consommer, était devenu une machine à conserver d'une efficacité redoutable. Il avait perdu des dizaines de kilos. Sa silhouette massive avait fondu, révélant la structure de ses os, les angles de son visage. Mais il n'était pas faible. Au contraire, il se sentait d'une lucidité, d'une énergie mentale extraordinaire. Son esprit, libéré du travail constant de la digestion et de la recherche de nourriture, semblait fonctionner à un niveau supérieur. Il se sentait plus léger, plus pur, comme si le jeûne avait nettoyé non seulement son corps, mais aussi son esprit. Il comprit que son corps possédait une mémoire, une sagesse qui dépassait sa propre conscience. Des années de cycles de festins et de jeûnes l'avaient programmé pour survivre à ce genre de situation. Alors que les corps de ses compagnons, habitués à un apport constant de nourriture 3 fois par jour, luttaient et s'épuisaient, s'autodévorant de manière chaotique, le sien semblait savoir exactement quoi faire. Il avait activé un programme de survie ancestrale, un programme que la plupart des humains modernes, avec leur abondance de nourriture, avaient oublié et laissé en sommeil. Il avait réveillé l'homme des cavernes qui sommeillait en lui. Il passait ses longues heures de veille à explorer non pas la grotte, mais son propre esprit. Il se remémorait ses compétitions passées, non pas avec nostalgie ou regret, mais avec une curiosité de scientifique. Il déconstruisait chaque plat qu'il avait mangé, analysant ses saveurs, ses textures, sa composition. C'était sa manière de se nourrir, de nourrir son esprit avec des souvenirs. Il se souvint d'une conversation qu'il avait eue avec un médecin du sport qu'il avait étudié pour un article sur les athlètes de l'extrême. Le médecin avait été fasciné par sa capacité à contrôler son métabolisme. « Votre corps est une anomalie, Maxime, lui avait-il dit, en regardant les résultats de ses tests. Vous avez la capacité de faire varier votre métabolisme de base d'une manière que je n'ai jamais vue. C'est comme si vous aviez un interrupteur. En mode festin, votre corps brûle de l'énergie à une vitesse incroyable pour gérer l'afflux massif de calories. Mais en mode famine, il ralentit à un niveau presque reptilien, conservant chaque calorie avec une efficacité redoutable. C'est un mécanisme de survie d'une efficacité redoutable, probablement un héritage de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. À l'époque, il n'avait pas vraiment compris la portée de ces paroles. Aujourd'hui, il la vivait. Il était devenu un reptile, un ours en hibernation, son corps fonctionnant au ralenti, conservant chaque calorie, chaque goutte d'eau. Il enseignait aux autres comment atteindre, même partiellement, cet état. Il leur apprenait à écouter leur corps, à ne plus le voir comme un ennemi qui les trahissait par la faim, mais comme un allié qui luttait pour leur survie. La mémoire de son corps était en train de tout les sauver. Le temps s'écoulait au rythme lent du goutte à goutte de l'eau sur la paroi de la grotte. Dehors, le monde avait continué sans eux. Les opérations de secours, après une semaine de recherche infructueuse et dangereuse, avaient été officiellement abandonnées. Les experts avaient conclu qu'il n'y avait aucune chance de survie après un tel effondrement, et que toute tentative de déblaiement risquerait de provoquer de nouveaux éboulements. On avait déclaré les 12 personnes disparues dans la mine comme présumées décédées. Des services commémoratifs avaient eu lieu à Varangéville. Leurs familles pleuraient leur perte. Mais sous terre, la vie, bien que ralentie à l'extrême, persistait, un secret gardé par la montagne. Maxime était devenu le gardien de cette vie fragile. Il était l'horloge métabolique du groupe. Il leur disait quand boire, quand dormir, quand effectuer les quelques mouvements nécessaires pour éviter l'atrophie musculaire totale. Il était le seul à avoir gardé une notion approximative du temps, en comptant les cycles de sommeil et d'éveil. Il estima qu'ils étaient là depuis près de 3 semaines. C'était un miracle. Un miracle de la discipline et de la physiologie. Mais il savait que ce miracle avait une fin. Leur réserve de graisse corporelle, même en étant consommée au ralenti, n'était pas infinie. Ils pouvaient tenir encore 1 semaine, peut-être 2 au maximum. Mais pas plus. L'espoir, qu'il avait réussi à maintenir en vie par sa seule volonté, commençait à s'effriter. Le groupe devenait de plus en plus faible, de plus en plus apathique. Certains commençaient à délirer, murmurant des noms, parlant à des fantômes. Il savait qu'il devait faire quelque chose. Quelque chose pour relancer l'espoir, pour leur donner une raison de continuer à se battre. Il décida qu'il était temps de recommencer à explorer. Il ne cherchait pas de la nourriture. Il cherchait une sortie, même la plus improbable. Il laissa les autres en état d'hibernation et partit seul, à tâtons, dans l'obscurité, suivant les parois de la galerie. Il marcha pendant ce qui lui parut des heures, son corps faible protestant à chaque pas. Il arriva au mur de débris qui bloquait l'une des extrémités. Il commença à l'examiner, non pas avec ses yeux, mais avec ses mains, comme un aveugle lisant un mur en braille. Il cherchait une faiblesse, une fissure, un passage. Et il le trouva. Un petit trou, près du plafond, pas plus gros que son poing,
d'où semblait venir un léger courant d'air. C'était une chance. Une chance infime. Mais c'était une chance. Alors que les semaines s'étiraient, la faim se transforma d'un ennemi physique en un adversaire psychologique d'une cruauté raffinée. Le corps de Maxime s'était adapté à la privation avec une efficacité remarquable, mais son esprit, privé de son stimulus principal, commença à se rebeller. Il fut assailli par des hallucinations, des fantômes de ses festins passés qui venaient le tourmenter dans l'obscurité. La grotte de sel, sombre et froide, se transformait dans son esprit en un banquet somptueux et sans fin. Il voyait des tables chargées de montagnes de nourriture, des visions d'une netteté et d'un réalisme terrifiant. Il voyait des poulets rôtis à la peau dorée et croustillante, des pyramides de fruits de mer scintillant sur un lit de glace, des gâteaux à la crème dégoulinant de chocolat et de coulis de fruits rouges. Les odeurs étaient si réelles, si puissantes, qu'il en avait la bouche qui salivait, une réaction de Pavlov douloureuse dans son estomac vide. Il entendait le son des verres de cristal qui trinquent, le rire des convives, la musique d'un orchestre. Il parlait à des chefs imaginaires, ses anciens rivaux des compétitions, discutant avec eux de la cuisson parfaite d'un steak, de l'équilibre subtil d'une sauce. C'était une torture exquise, une symphonie de la privation qui jouait en boucle dans sa tête. Il savait, avec une partie de son esprit encore rationnel, que c'étaient des hallucinations, des tours que son cerveau affamé lui jouait pour compenser le manque. Mais la connaissance n'était pas toujours une protection suffisante contre la puissance de ses visions. Il devait utiliser toute sa force mentale, toute sa discipline méditative, pour ne pas sombrer dans cette folie gourmande. Il luttait contre les fantômes de sa propre gloutonnerie. Il se concentrait sur le goût de l'eau saumâtre, sur la sensation du sol froid et humide sous lui, sur la douleur de ses muscles endoloris, sur la réalité brute de sa situation, pour ne pas se laisser emporter par l'illusion. Ce fut la bataille la plus dure de sa vie, une bataille menée non pas sur une scène devant une foule, mais dans le silence et l'obscurité de son propre crâne. 1 mois. Il estima qu'1 mois entier, peut-être plus, s'était écoulé. À la surface, ils étaient morts et enterrés. Leur histoire était devenue une tragédie locale, un rappel de la dangerosité de la vieille mine, une histoire que l'on racontait aux enfants pour leur faire peur. Des fleurs avaient été déposées à l'entrée de la mine, et une petite plaque commémorative avait été installée avec les noms des 12 disparus. Mais sous terre, un petit groupe de fantômes s'accrochait toujours à la vie. Maxime était maintenant un squelette. Il avait perdu plus de 60 kilos, sa peau flottant sur ses os. Mais son esprit était d'une clarté de cristal. Il avait vaincu les fantômes de la faim. Il avait atteint un état de détachement, de paix intérieure, qu'il n'avait jamais connu. Il n'avait plus peur de la mort. Il avait accepté son destin, quel qu'il soit. Mais il n'avait pas renoncé à la vie. Il continuait son travail sur le mur de débris. Lentement, pierre par pierre, selle par selle, il dégageait l'ouverture qu'il avait trouvée près du plafond. C'était un travail de titan pour un homme dans son état de faiblesse. Chaque pierre qu'il délogeait semblait peser 1 tonne. Il travaillait quelques minutes, puis devait se reposer pendant 1 heure. Mais il était d'une patience et d'une ténacité infinie. Les autres survivants, trop faibles pour l'aider, le regardaient travailler, une lueur d'espoir revenue dans leurs yeux vides. Il était leur Sisyphe, roulant le rocher de leur salut. Le jour où il réussit enfin à dégager une ouverture assez grande pour qu'un homme puisse passer, il estima qu'ils étaient sous terre depuis près de 40 jours. Il passa en premier, son corps émacié se glissant à travers l'ouverture avec une facilité surprenante. De l'autre côté, il y avait une autre galerie, plus petite, une ancienne voie de service. Et au bout de cette galerie, il vit quelque chose qu'il n'osait plus espérer. Une faible lueur. La lumière d'une lampe de mineur. Une équipe de géologues, envoyée pour étudier la stabilité de la mine après l'effondrement en vue d'une éventuelle réouverture partielle, était en train d'explorer une autre section, qu'ils croyaient isolée. Ils n'en crurent pas leurs yeux lorsqu'ils virent cette silhouette squelettique et fantomatique émerger des décombres, comme un spectre sortant de la terre. Le sauvetage de Maxime et des autres survivants fut un miracle qui fit la une des journaux du monde entier. Les médecins qui l'examinèrent ne pouvaient pas expliquer sa survie. Son corps, disait-il, avait défié toutes les lois de la médecine. Maxime, lui, savait. Il savait que ce n'était pas un miracle. C'était le résultat de toute une vie passée à repousser les limites. Sa maladie, sa gloutonnerie, avait été son entraînement le plus dur, et sa plus grande bénédiction. Il avait été le roi des ogres, et c'est ce qui lui avait permis de survivre à la plus grande des famines.